Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Il y a encombrement dans les centres de dépistage. Des décisions politiques ont été prises aujourd'hui. On pourrait les résumer par « Si vous n'avez pas de symptômes, ne venez pas ». On fera le point en direct avec Laurent Rare. On est loin des applaudissements à 20h pour rendre hommage au personnel hospitalier. Vous le verrez, il y a parfois de la tension. Les visiteurs ou les malades ne sont pas toujours très respectueux. On fera le point, entre autres, là-dessus avec Jean-Michel Ougardi, médecin et directeur de l'hôpital Erasme. La Belgique pourrait accueillir un mondial de football féminin et nous découvrirons la Belge qui est l'une des chevilles ouvrières de ce mondial. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La situation concernant l'épidémie de coronavirus reste très inquiétante chez nous en Belgique. Le centre de crise a analysé une nouvelle fois les derniers chiffres. On va entendre Ivan Latem. Écoutez. Tout ce qui est, quel que soit l'impact des mesures, plus ou moins réelles, impact rapide, on aura 1000 patients en soins intensifs d'ici la fin de ce mois. Grâce aux mesures et en espérant effectivement leur impact rapide dans les 10 à 15 jours, on devrait pouvoir éviter la projection mathématique des 2000 patients à la mi-novembre, parce que si on l'atteignait, on serait là au niveau maximal du lit de soins intensifs qui sont prévus pour les patients Covid. Voilà. Les asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de symptômes mais qui peuvent communiquer la maladie, sont parfois découragés pour aller dans un centre de testing. Et à Liège, on leur propose même maintenant de ne plus s'y rendre et de rester chez eux en quarantaine. Reportage, Marie Bourguignon. Depuis mercredi dernier, le mot d'ordre est clair. Seules les personnes asymptomatiques peuvent se présenter au centre de dépistage du CHU de Liège. Les équipes avaient pris cette décision suite à la saturation du laboratoire. On a cessé de tester les asymptomatiques parce qu'on était en fait débordés. Comme les autres laboratoires de la région, on avait 3 à 4 jours de retard dans le rendu des résultats. Ça n'a pas de sens de rendre un résultat 3 à 4 jours après. L'idée était ainsi de diminuer le nombre de tests au laboratoire pour pouvoir fournir un résultat au test Covid en moins de 24 heures, comme c'était le cas il y a encore quelques semaines. Désormais, ici comme ailleurs, les personnes asymptomatiques devront suivre les consignes données par leur médecin. Si on est asymptomatique, il n'y a pas de raison de se tester, sauf si on a eu un contact à haut risque avec quelqu'un qui a été confirmé positif. Et dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de test, il faut, dans ce cas-là, rester en quarantaine, c'est-à-dire au moins 7 jours à la maison en isolement, et puis avec ensuite des mesures, port du masque obligatoire pendant les 7 prochains jours. Au CHU de Liège, on estime que les tests salivaires, en plus des tests PCR classiques, pourraient permettre de tester à nouveau tout le monde. Mais pour ça, il faudra qu'ils soient validés par le gouvernement qui n'a pas encore accepté de les rembourser. Si on a des formules alternatives qui sont reconnues dans le fédéral comme un outil de dépistage et de tracing, ça pourra venir après la crise aiguë, parce que pour le moment, l'épidémie est tellement large qu'on n'a plus le temps de faire du tracing. Et donc, on doit garder notre personnel pour les tests nasopharyngés dans le cadre de l'hospitalisation. La question des tests alternatifs devrait être revue prochainement. En attendant, seules les personnes qui présentent des symptômes seront désormais testées. Et en raison aussi d'une pénurie de matières premières de réactifs, le groupe hospitalier Jolimont se trouve contraint de suspendre temporairement la prise de rendez-vous en ligne, pourtant obligatoire pour ces centres de dépistage Covid de Nivelles et de Braine-l'Alleud. Le reportage sur place, bien sûr, de Daniel Welter. Débordés et pourtant quasi à l'arrêt. Depuis ce lundi, 2 centres de dépistage des hôpitaux du groupe Jolimont ont décidé de limiter leurs tests. Ceux de Nivelles et de Tubize, on a effectivement arrêté la prise de rendez-vous de manière à diminuer le nombre de frottis, parce que nous ne pouvons plus traiter ici dans notre laboratoire pour l'instant un nombre suffisant de frottis que pour répondre à la demande. En cause, le manque de matières premières, le fameux réactif d'extraction nécessaire pour réaliser les tests commence à manquer. Le fournisseur de réactifs est à Taïwan et il y a un lot qui n'a pas passé les contrôles de qualité de sortie de production. Et donc il y a vraisemblablement 10 000 plaques, donc de quoi faire
1 million de tests qui ne passent pas le contrôle de qualité, ne pourront donc pas être livrés comme prévu et donc ils doivent mettre en production le lot suivant et c'est ça qui va prendre sans doute 15 jours, 3 semaines avant d'être livré. Le problème, c'est que le lot attendu était le matelas de sécurité des hôpitaux Jolimont qui devait leur permettre de tenir 3 mois au rythme d'1 millier de tests par jour. Or aujourd'hui, difficile de changer de fournisseur car c'est le même qui a fourni les machines qui traitent les réactifs. Ce sont ces 2 machines-là qui font les extractions. On les a achetées en avril, mai, juin, au moment où il y avait une pénurie mondiale. Et donc ce fournisseur-là était là et disponible sur le marché. Donc on a sauté sur cette occasion-là. Alors, dans l'attente de nouveaux réactifs, les hôpitaux du groupe Jolimont donneront la priorité à leurs propres patients et aux personnes symptomatiques. Et Noël réunion aujourd'hui en vidéoconférence des différents ministres de la Santé du pays. Alors Laurent Rare, la solution pour améliorer le dépistage et le traçage tient apparemment ce soir en 3 axes, Laurent. Oui, 3 mesures sont prises pour soulager les centres de tests comme celui devant lequel je me trouve ici à Etterbeek en région bruxelloise. Tout d'abord, les personnes asymptomatiques ne devront plus se faire tester. Autrement dit, si vous avez été en contact avec un cas positif mais que vous ne développez pas de symptômes, eh bien vous devez vous mettre en quarantaine sans vous faire tester. L'idée est de garder les tests pour les personnes malades, les personnes prioritaires. Plus de tests également pour les voyageurs qui reviennent de zones rouges mais qui n'ont pas de symptômes. Autre mesure décidée, renforcer le personnel dans les centres de test. Il y a actuellement des médecins, des infirmières. Il y aura désormais également des sages-femmes, des logopèdes, des puériculteurs ou encore des étudiants en médecine pour faire passer ce genre de test. Toutes ces mesures seront d'application jusqu'au 15 novembre. Le temps pour les laboratoires d'obtenir des machines pour faire plus de tests Covid-19. Et puis, en revanche, eh bien, les tests alternatifs comme le test salivaire, lui, n'est pas validé. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre fédéral de la Santé, Frank van den Broek, et la ministre wallonne de la Santé, Christy Montréal. En 10 jours, la Belgique est passée de 30 000 à 70 000 tests. On sent qu'il y a des besoins eu égard à la contamination qui pourraient passer à 100 000. Pour pouvoir le faire, il faut attendre que les machines arrivent. Et donc en attendant, plutôt que d'organiser des files qui durent et de créer finalement la cohue, on a décidé de calmer le jeu, de prioriser, de réorganiser. 15 novembre, on reverra les priorités pour pouvoir les élargir et on va développer aussi des tests alternatifs. Lancer cela est une décision délicate, pas du tout évidente et ce n'est vraiment pas pour les semaines à venir. Je veux être clair et net là-dessus. Pourquoi ? 1, il faut d'abord être sûr de la validité de ces tests. Deuxième question, où est-ce qu'on va de façon prioritaire les utiliser ? Comment est-ce qu'on va lier les résultats de ces tests avec les systèmes informatiques? Comment est-ce qu'on va organiser, disons, toute l'infrastructure et la logistique? Comment éduquer les gens? Donc, c'est vraiment... Allez, il y a un enchaînement de décisions complexes, de recherche et de décisions. Donc, ça va demander des semaines. Voilà, merci Laurent, et vous pouvez retrouver le ministre de la Santé sur la 3 dans l'émission d'Arnaud Ressen, c'est à 20h30. On est loin aujourd'hui des applaudissements à 20h en faveur du personnel hospitalier. Celui-ci a même le sentiment de se battre sans le soutien de la population. Des hôpitaux doivent même gérer les comportements de patients et de visiteurs qui ne respectent pas toujours les mesures sanitaires. Reportage Guillaume Wolf à Charleroi. Nicolas attend dehors. Il accompagnait sa femme en consultation dans cet hôpital Carolo. Sauf que les consultations se font sans accompagnant. Il a été refoulé par la sécurité. Moi, j'ai pas de problème. De toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut suivre pour essayer d'avoir le moins possible des malades. La sécurité doit rappeler les règles plusieurs fois par jour. Visite interdite, consultation sans accompagnant. Et depuis quelques jours, ces règles créent de la tension. Beaucoup de montées de tension, beaucoup de mots, des menaces parfois. On est plutôt dans l'égoïsme. J'ai vu des gens qui trouvaient les mesures très bien dans la file d'attente. À partir du moment donné, on leur dit de séparer leur conjoint et d'accepter juste la personne qui vient recevoir les soins. Ils ne sont plus d'accord. Voilà, donc je pense que c'est chacun pour soi. Les mesures, c'est bien pour les autres, mais si je les applique à moi, ça commence à devenir difficile.
Un non-respect des mesures et une agressivité envers le personnel hospitalier qui surprend l'hôpital. L'hôpital qui se demande où est passé le temps des applaudissements à 20h. Ici, des applaudissements, on est passé aux insultes, parfois à l'agressivité verbale. Les gens sont un peu moins enclins à respecter les règles. Simplement, parfois le port du masque au sein de l'hôpital est une complication pour certains. Ça reste une minorité de la population, mais pour le personnel soignant, ça reste des personnes qu'il faut gérer et qu'on n'a pas le temps de gérer pour l'instant, clairement. L'ISPPC veut retrouver l'adhésion de la population autour de ces règles. Il en a fait une affiche « Nous nous battons, mais pas contre vous », histoire de bien rappeler pourquoi ces mesures sont prises. C'est vraiment pas de gaieté de cœur si on le fait, c'est parce qu'on essaie de limiter la propagation du virus en interne de l'hôpital pour notre personnel et pour nos patients. On a constaté par exemple que lors des visites, certains visiteurs enlevaient leur masque dans la chambre une fois qu'ils étaient avec leurs proches et qu'ils étaient à moins d'1,50 m. Donc ça devenait dangereux pour tout le service finalement, pour tout l'hôpital. Ne pas surcharger les hôpitaux est redevenu l'enjeu majeur. La Belgique compte en ce moment près de 2500 personnes hospitalisées pour Covid-19. C'est 3 fois plus que lorsque le confinement avait été décidé à la mi-mars. Ce matin, à Boudner, les infirmières et infirmiers d'Erasme ont décidé d'exprimer leur colère. Une centaine de membres du personnel se sont donc rassemblés devant l'hôpital pour tenter de se faire entendre. Manque de moyens et de bras, disent-ils. Ils sont si épuisés et craignent de ne pas tenir le coup pour affronter cette deuxième vague. Avec nous sur ce plateau dans le JT, Jean-Michel Ougardi, médecin et directeur de l'hôpital Erasme. Merci d'être là. On vient de le voir sur ces images. Votre personnel, et c'est vrai aussi dans les autres hôpitaux, est fatigué. Alors comment, en tant que patron d'hôpital, vous pouvez gérer cette fatigue pour que le patient ne soit pas pénalisé? Tout d'abord, je pense qu'il faut souligner que nos professionnels sont des réels professionnels de la santé qui font attention à la prise de risque et à la sécurité de nos patients. Je pense qu'aussi, il est important de les ménager parce qu'on s'inscrit dans un effort qui va durer dans la longueur et que de fait, on n'en veut pas entendre par exemple, entendre parler de réquisition. Il est important qu'ils puissent prendre leur congé et aussi, par exemple, travailler dans des unités Covid ne peut se faire que sur base volontaire. Vous n'êtes pas encore en manque de personnel? Actuellement, nous ne sommes pas en manque de personnel. Ça dépend puisque nous devons quand même encadrer toute une série de lits et que parfois, il n'est pas possible d'encadrer un maximum de lits comme on le voudrait. Et donc, la pénurie est quand même relative. Justement, pour parler des lits, à Liège, par exemple, les hôpitaux sont surchargés, les hôpitaux l'ont dit. Est-ce que c'est le cas chez vous, à Erasme, en soins intensifs? Donc, nos soins intensifs sont tout à fait saturés. Nous n'avons pas de lits disponibles. La moitié de nos Comment est-ce qu'on fait, alors, pour nos téléspectateurs, pour expliquer, quand vous dites que les soins intensifs sont saturés, et s'il y a encore une personne, 2 personnes qui doivent aller en soins intensifs? Bien, effectivement, dans ces situations-là, on doit trouver de la place, éventuellement déplacer un patient qui a besoin de moins de soins ou d'intensité de soins pour le mettre dans des secteurs où on peut offrir les soins dont il a besoin pour pouvoir libérer une place. Ce sont des situations extrêmement complexes à gérer, vous pouvez vous en douter. C'est ce qui s'appelle faire un choix. Ça peut revenir à faire des choix. Alors, ne faudrait-il pas, à un certain moment, pour une meilleure gestion des lits, ma question est peut-être naïve, mais que les différents réseaux hospitaliers collaborent, j'ai envie de dire, collaborent enfin ensemble? Donc c'est une évidence et effectivement la collaboration interhospitalière, la possibilité de faire des transferts entre les hôpitaux est une situation qui devient aujourd'hui extrêmement vitale pour pouvoir... Il y a encore des réticences? En tout cas, nous avons eu des essais de transfert la semaine dernière et effectivement, ça a été des situations très compliquées, parfois avec des transferts qui ne se font pas ou des transferts qui durent très longtemps pour se faire. Transfert du côté francophone vers le côté néerlandophone ou entre réseaux? De toutes les régions, que ce soit vers le nord du pays ou vers le sud du pays, les transferts ont été très compliqués ces derniers temps. Manque de solidarité alors? Je pense qu'il faut intégrer là-dedans aussi la réalité des autres hôpitaux et que j'appelle là plutôt à une autorité fédérale de pouvoir réguler ces transferts avec une vision extrêmement large sur les capacités des différents hôpitaux. Je peux comprendre que certains hôpitaux qui sont eux-mêmes saturés ne soient pas capables de prendre le transfert. Jean-Michel Ougardi, je le rappelle, vous êtes le patron d'Erasme. Je vais aussi demander l'avis aux professionnels que vous êtes. On a l'impression pour l'instant qu'on entend peu parler d'un hôpital dont on parle parfois régulièrement, c'est l'hôpital militaire. Il y a une raison? Donc, l'hôpital militaire a été présenté comme étant un potentiel endroit où on pouvait éventuellement transférer des patients Covid et concentrer là les patients Covid. Mais je rappelle que l'hôpital militaire a aussi ses propres missions, notamment dans les soins des grands brûlés. Donc, et ça reviendrait à être confronté à la même problématique que nous, c'est-à-dire de pouvoir trouver des infirmiers que nous avons du mal à trouver nous-mêmes. Donc, je me demande comment ce sera possible. Une toute dernière question. On aura 1000 patients en soins intensifs d'ici la fin du mois. C'est ce qu'a dit Ivan Natem tout à l'heure. Est-ce que vous, ou est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on est prêt à affronter ce chiffre?
Je pense que ça va être extrêmement difficile d'affronter ce chiffre. Aujourd'hui, nous avons 75% de notre capacité des soins intensifs qui va être dédiée au Covid. Ça veut dire qu'il nous laisse, on a 6 places supplémentaires pour pouvoir consacrer des lits à des patients Covid en plus, ce qui, à mon avis, au vu de nos statistiques actuelles, va compliquer réellement la situation la semaine prochaine. Vous n'êtes pas très rassurant. Non. Merci d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci en tout cas à vous. Servir ceux qui sont dans le besoin, c'est un peu comme cela que l'on pourrait résumer l'action de certains restaurants. Ils sont donc obligés de fermer, vous le savez, pendant un mois. Et plutôt que de jeter une partie de leur stock, ils veulent en faire profiter ceux qui connaissent des difficultés. Une séquence de Jennifer Istas qui s'inscrit dans le cadre de la semaine du journalisme constructif. Un journalisme qui tente entre autres d'apporter des bonnes nouvelles. On t'a fait à chaque fois des petits packages. Donc tu as tout ce qui est pâtes, tout ce qui est viande, tout ce qui est fruits et légumes. Absolument tout vient de sortir des chambres froides. On est encore bon au niveau de la chaîne du froid. Derrière toi, tu as encore énormément de salades, fruits, légumes, un petit peu de viande. C'est tout ce qu'il reste dans les frigos de ce restaurateur. Un stock d'aliments qu'il n'a pas pu écouler, même si depuis le confinement du mois de mars, il a appris à gérer ses stocks autrement. On a pris l'habitude de travailler en flux tendu et plus avec des stocks qui étaient à l'époque considérables. Nous avions l'habitude de rester ouverts 364 jours par an, ce qui maintenant n'est plus possible. Et donc on est obligé de diminuer les stocks, de passer des commandes 2 fois par semaine afin de limiter les dégâts en cas de fermeture comme on a aujourd'hui. Le restaurant ferme donc ses portes pour minimum 1 mois, mais pas de gaspillage. Direction le coffre de cette association qui redistribuera cette nourriture dès ce soir. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui n'étaient pas dans le besoin avant, qui ont toujours réussi à s'en tirer et qui tout d'un coup aujourd'hui, je pense aux gens dans les artistes, les gens dans les événementiels ou autres, qui tout d'un coup ont le panier de la ménagère où il n'y a pratiquement plus rien à mettre dedans. Et donc si on peut donner redistribuer ce que l'on prend de manière très discrète, alors c'est fantastique. Ce jeune établissement, lui, ne pouvait pas envisager de fermer une nouvelle fois. Il continue donc à proposer des plats à emporter. On a envie que ça fonctionne, en tout cas, pas juste pour nous, mais pour nos équipes aussi. Voilà, on n'a pas envie qu'ils perdent leur job, donc on va tout faire, tous ensemble, avec l'équipe, pour s'en sortir. Pour être sûr de ne pas gaspiller de la nourriture à l'approche de la fermeture, les restes sont proposés sous forme de paniers à moindre prix. C'est pas toujours le même panier. Aujourd'hui, ça peut être avec du riz, avec du poulet, et demain, peut-être qu'on va vendre moins le saumon, et donc ça sera le saumon demain. Donc c'est vraiment en fonction de ce que nous allons devoir jeter le jour même. Une solution temporaire, le temps de voir s'il est possible de continuer à travailler, tout en continuant à aider. Des indépendants et des restaurateurs, des commerçants ont entamé une action en justice contre ce qu'ils appellent la fermeture forcée des cafés et des restaurants. Ils veulent ainsi, disent-ils, défendre une série de commerces. On écoute un des représentants de ce mouvement. On a encore une fois de plus l'impression d'être pris comme le mauvais élève de la classe et d'être puni et d'avoir ces impositions de fermeture. D'où le fait d'avoir pris contact avec le cabinet de maître Molders-Pierre ici à Liège pour intenter 2 actions en justice. La première qui sera une instance en extrême urgence au Conseil d'État pour faire annuler ces mesures comme ça a été le cas en France, en Allemagne mais aussi en Espagne. Et la deuxième au tribunal de première instance pour demander des dommages aux fermetures antérieures et actuelles. Et justement, à ce propos, le tribunal de Berlin a annulé les restrictions nocturnes qui visent les bars et les restaurants. On retrouve notre correspondant sur place, David Philippot, à Berlin. David, on ne parle pas de couvre-feu, mais de fermeture administrative. Et elle est disproportionnée, David, par la population. Effectivement, contrairement au couvre-feu, les Berlinois ont le droit de sortir la nuit, mais ce sont donc les restaurants et les bars qui devaient fermer à une certaine heure, sauf que les juges en ont donc décidé autrement. Selon ce jugement, les autorités n'ont pas apporté la preuve que les gens se contaminent davantage entre 23h et 6h du matin, et surtout, elles n'apportent pas la preuve que les bars et les cafés sont de gros foyers de contamination. Les juges du tribunal administratif se sont appuyés sur une étude scientifique selon laquelle les établissements Horeca arrivent au classement loin derrière les fêtes privées et les maisons de retraite. Et cette fermeture administrative pouvait donc arriver exactement à l'inverse de l'objectif affiché, c'est-à-dire pousser les gens à se rassembler chez eux pour continuer la fête.
Pour résumer, c'était donc une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce pour ces 11 établissements. Du coup, d'autres restaurants, d'autres bars portent plainte à Berlin et dans le reste du pays, ce qui ajoute à la confusion ambiante. D'un côté, vous avez Angela Merkel qui dit aux Allemands « restez chez vous ». De l'autre, on a appris aujourd'hui que les marchés de Noël ont eu l'autorisation officielle d'ouvrir leurs portes ici à Berlin. Merci David. Et puis un autre confinement total, il va débuter vendredi pour s'achever le 9 novembre au Pays de Galles, où seules les entreprises dont l'activité est indispensable pourront continuer à exercer. Les magasins non essentiels ainsi que les lieux de culte seront fermés pendant cette période. Bonjour à tous. Alors que plus de 40 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, un comptage réalisé par l'agence de presse française, et bien chez nous, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur toute une série de nouvelles mesures. Des mesures dans le cadre de la lutte contre ce virus, évidemment. Et la plus impactante, c'est bien sûr la fermeture des restaurants et cafés pour une durée d'1 mois au moins. Les nouvelles règles concernent aussi notre bulle sociale, désormais réduite à 1 contact rapproché. Vous pourrez inviter chez vous 4 personnes maximum, mais en maintenant les gestes barrières. Les rassemblements sur la voie publique sont aussi limités à 4 personnes maximum. Autre mesure qui entre en vigueur cette nuit, c'est le fameux couvre-feu. Il sera d'application entre minuit et 5 heures du matin. Vous n'aurez pas le droit de circuler, sauf pour raisons médicales ou professionnelles. Enfin, le télétravail devient la règle partout où c'est possible. Les ministres de la Santé, eux, vont se réunir aujourd'hui à midi. Il est question d'une nouvelle stratégie de testing afin de soulager les centres de tests qui sont surchargés. Parmi les propositions sur la table, tester moins de personnes. Les personnes dites asymptomatiques ne seraient plus testées, mais mises en quarantaine d'office. Autre proposition, développer d'autres tests en plus des tests PCR. On ajouterait notamment des tests salivaires.